Lors des fiançailles de mon frère, il m'a humilié en me désignant les poubelles comme ma place, sous les rires moqueurs de nos parents. Sans un mot, je suis parti. Seulement 30 minutes plus tard, mon frère a hurlé, sa voix tremblante. Je m'appelle Pénélope Dubois. Lors de la soirée de fiançailles de mon frère à Saint-Malo, il m'a regardé droit dans les yeux, a souri en coin et a désigné les poubelles à l'extérieur de la terrasse. Ta place est là-bas, juste devant 120 invités vêtus de smoking et de robes de soirée. Mes parents ont ri le plus fort. Maman a serré ses perles et a dit, exactement, c'est là que le bulldog aime s'asseoir de toute façon. J'ai senti chaque regard me transpercer comme des aiguilles. Le quatuor à cordes a continué de jouer. Le champagne a continué de couler. Personne n'est intervenu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement resserré ma prise sur la petite boîte cadeau dans ma main, me suis retourné et suis parti sans un mot, dépassant le voiturier. 30 minutes plus tard, la voix de mon frère a déchiré l'enceinte entière, un cri rauque et désespéré qui a fait s'envoler les mouettes. Ce qui s'est passé pendant ces 30 minutes a détruit tout ce qu'il pensait posséder. Les grilles en fer se sont refermées derrière moi et le brouillard a englouti la dernière lueur des lumières du domaine. J'ai ouvert les vitres juste assez pour que l'air salin piquant me gifle le visage. La route nationale 3 s'étirait, sombre et vide devant moi. Mes phares coupaient à peine à travers l'épais brouillard. La radio est restée muette. Je voulais le silence, mais le silence a tendance à ramener à la surface tout ce que vous avez enterré. Les souvenirs ont commencé dès que le gravier s'est transformé en asphalte. Bordeaux, notre vieille maison sur la colline. Julien a toujours eu les nouveaux jouets en premier. À 16 ans, il avait détruit 2 Jeeps neufs en 6 mois. Papa a simplement signé les chèques, lui a tendu les clés du 3e jeu et a dit « Les garçons sont comme ça ». J'avais 18 ans, travaillant en double service au vivier à Huître-en-Ville, grattant les pourboires pour acheter une Civic 2008 cabossée avec des sièges en cuir craquelé. Papa y a jeté un coup d'œil et a haussé les épaules. « Tu es responsable, Pénélope. Tu n'as pas besoin que je te tienne la main. » Maman a hoché la tête comme si cela réglait la question. Les bulletins scolaires étaient la vraie blague. J'apportais des mentions très bien chaque semestre, j'ai obtenu une bourse d'études complète à l'université de Bordeaux. Julien a à peine obtenu son diplôme de lycée. Maman avait toujours son portrait de terminale encadré au-dessus de la cheminée comme s'il avait remporté un prix Nobel. Le mien est resté plié dans l'enveloppe. L'excuse de papa était toujours la même. Julien est doué avec les gens. C'est plus précieux que les notes. Traduction, mon frère pouvait se sortir de n'importe quelle situation par son charme, et il le laissait faire. Être l'enfant facile signifiait que personne ne remarquait quand je disparaissais pendant des semaines. Être l'enfant difficile vous attirait l'attention, les cadeaux, les secondes chances. J'ai vite appris quel rôle maintenait la paix. Le moment qui a brisé quelque chose en moi s'est produit il y a 4 ans. Le Thanksgiving où je n'étais presque pas rentré à la maison. Julien était à Nice avec des amis, vivant de la pension mensuelle que papa lui envoyait jusqu'à ce qu'il trouve sa voie. Maman m'a supplié de venir de Bordeaux pour le week-end. Après le dîner, elle m'a demandé de l'aider à trier le placard du bureau. Elle est sortie pour prendre un appel de l'une de ces dames de charité, et j'ai trouvé le dossier bleu poussé au fond de l'étagère inférieure. L'étiquette était de l'écriture parfaite de maman, fonds universitaires. Je l'ai ouvert. 2 relevés de plan 529. Le compte de Julien s'élevait à 83 412 €, les contributions continuaient d'arriver chaque anniversaire et Noël. Le deuxième relevé aurait dû être le mien. Il n'y avait pas de deuxième relevé, pas de compte, pas de montant en euros, juste un pense-bête jaune sur les documents de Julien avec l'écriture de maman, pour l'avenir brillant de mon bébé, cœur. Je suis resté là, dans la lumière tamisée, tenant la preuve qu'ils n'avaient jamais prévu de m'aider du tout. Chaque service supplémentaire, chaque repas sauté, chaque fois que je me disais que je m'en sortirais seul, ils avaient déjà décidé que je n'avais besoin de rien d'eux. J'étais l'enfant qui ne demanderait pas, l'enfant qui trouverait une solution, l'enfant qui ne comptait pas assez pour avoir même un dossier. J'ai refermé, l'ai remis exactement où je l'avais trouvé, et j'ai fini de charger le lave-vaisselle. Quand maman est entrée, elle a souri et a touché mon bras. « Merci d'être si serviable, ma chérie. Tu as toujours été ma facilité. » J'ai souri en retour, lui ai dit que j'avais un vol tôt et je suis parti avant le dessert. Cette nuit-là, sur la route du Sud, j'ai arrêté de pleurer à ce sujet.
Quelque chose de plus froid s'est installé à sa place. Le brouillard s'est éclairci lorsque j'ai traversé le pont de l'île aux Moines, la route s'est finalement redressée. J'ai appuyé un peu plus fort sur l'accélérateur. La petite boîte cadeau sur le siège passager a bougé dans le virage, plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. À l'intérieur, il n'y avait pas le cadre en cristal gravé qu'ils attendaient. C'était quelque chose qu'ils ne verraient jamais venir. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit à minuit 47, exactement 3 semaines avant la soirée de fiançailles. J'étais à Bordeaux pour une conférence de 3 jours sur les risques, logeant dans un Marriott qui sentait le chlore de piscine et le café d'hôtel trop infusé. Le nom de Rémi a clignoté à l'écran. J'ai glissé pour répondre à la 3e sonnerie. « Tu es réveillé ?» Sa voix était basse. Aucune trace de sommeil. Nous devons nous voir demain matin. Aucun délai. Rémi Caldwell avait été mon seul véritable concurrent en statistique 3120 en première année. Il m'a battu d'un demi-point au final et m'a quand même envoyé le corriger la veille, juste au cas où. Maintenant, il est comptable légiste à Toulouse, celui que les banques appellent discrètement lorsque les transferts ne correspondent pas. Je l'ai rencontré à 7h15 à l'aéroport de Blagnac avant la foule du matin. Il était déjà dans le coin arrière, capuche relevée, 2 grands cafés fumants, ordinateur portable ouvert comme un bouclier. Les cernes sous ses yeux me disaient qu'il avait passé la nuit blanche. Il a fait pivoter le MacBook vers moi sans dire bonjour. Relevé bancaire, document de fiducie, un contrat d'achat et de vente pour un domaine de 8 millions d'euros en bord de mer à Saint-Malo, Bretagne. L'acheteur était répertorié comme le trust de la famille Leclerc. Le nom de Juliette en tête. Sauf que les signatures étaient fausses. Les boucles du J et du Juliette étaient trop rondes, la barre des était trop lourde. Rémi avait récupéré sa vraie signature d'un dépôt caritatif public le printemps dernier et l'avait juxtaposée nuit et jour. Puis j'ai vu la ligne de cofiduciaire, Julien Dubois à Crimant. Rémi a tapoté le trackpad. Ton frère a convaincu sa fiancée de placer 8 millions d'euros d'acompte non remboursable sur ce domaine. Le virement a quitté le compte client privé des Leclerc à la Banque de France exactement il y a 12 jours. Même IP que le téléphone de Julien. Même cadence de frappe sur les instructions de transfert. Même signature numérique forgée collée sur 6 documents différents. Il a zoomé sur les confirmations de virement de l'application Banque de France. 8 virements séparés d'1 million d'euros, chacun horodaté dans une fenêtre de 90 minutes, tous acheminés via une société écran enregistrée dans le Delaware le mois dernier. Il prévoit de revendre la propriété juste après le mariage ou de disparaître avec l'argent une fois que la fiducie prend effet, a dit Rémi, sa voix à peine audible au-dessus du sifflement de la machine à expresso. Dans les 2 cas, c'est de la fraude par virement bancaire fédéral, de la fraude bancaire et probablement un vol d'identité aggravé. 10 à 20 ans si le procureur veut donner l'exemple. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les chiffres n'aient plus de sens. 8 millions d'euros, plus que ce que je gagnerais en 25 ans du travail pour lequel je me suis déjà épuisé pour le garder. Rémi a fouillé dans son sac à dos et a fait glisser une clé USB noire mat sur la table. Copie propre, fichier bancaire brut, métadonnées, journaux de notaire, tout. Je l'ai tiré du serveur miroir hier soir après que l'alerte de fraude soit arrivée sur mon bureau. Aucune trace ne menant à moi. J'ai refermé mes doigts autour d'elle, encore chaude de sa poche. Pourquoi moi? Ai-je demandé. Il s'est penché. Parce que tu es de la famille, et il ne s'attendra jamais à ce que tu le trahisses. Juliette ne le sait pas encore. Sa mère dirige la moitié de l'immobilier commercial au sud de Paris. Émilie Leclerc le déchiquettera dès qu'elle verra une preuve qu'elle ne peut pas manipuler. Mais cela doit venir de quelqu'un dont elle ne soupçonne pas l'implication. J'ai glissé la clé USB dans la poche zippée cachée de mon sac à main, juste à côté de l'invitation de fiançailles blanc crème à laquelle j'avais déjà répondu oui. Tu dois être extrêmement prudente, a dit Rémi en fermant l'ordinateur portable. Si Julien se doute de quelque chose, tu as ça, il ne se doutera de rien, je l'ai interrompu. Ma voix était plate, presque étrangère. Il me croit toujours la sœur qui reste silencieuse et nettoie ses bêtises. Rémi a eu un petit rire fatigué, puis il a utilisé cela comme une arme. Nous avons payé et sommes sortis dans la chaleur collante de Bordeaux. Il m'a serré une fois, rapidement et fort, puis s'est fondu dans la foule des navetteurs matinaux se dirigeant vers le tramway. Je suis resté sur le trottoir un long moment, sentant la minuscule clé USB appuyée contre ma cuisse comme une balle réelle. Pendant les 3 semaines suivantes,
je n'ai pas appelé maman. Je n'ai pas envoyé de SMS à Julien. Je n'ai rien dit. J'allais au travail, siégeais dans des salles de réunion, souriais aux clients et gardais la clé USB dans la même poche tous les jours. J'ai même commandé le cadeau, un lourd cadre en cristal de chez Tiffany, et je l'ai emballé moi-même. L'invitation était sur le comptoir de ma cuisine, comptant les jours. Le ciel au-dessus de Saint-Malo était déjà devenu d'un indigo profond lorsque j'ai quitté la route 1 et que j'ai suivi l'allée privée en gravier vers le domaine sur la baie des Français. Du jazz doux flottait à travers les grands pins, porté par le vent froid et salé qui venait de l'eau. 3 hélicoptères étaient posés sur la pelouse manucurée comme des libellules surdimensionnées. Leurs numéros de queue étaient des numéros que je reconnaissais de Paris et de Marseille. Des voituriers en veste blanche impeccables faisaient la navette entre des G-wagons Noirma, des Porsche 911 anciennes et quelques Tesla silencieuses. Tout criait la richesse générationnelle, prétendant ne pas avoir à faire d'efforts. Je suis sorti de ma vieille Accord de 5 ans et j'ai tendu les clés à un étudiant qui n'avait même pas l'air assez vieux pour conduire. Il a regardé ma voiture avec une brève confusion, puis a affiché son sourire professionnel et m'a indiqué l'arche de pierre, éclairée par la lumière des lanternes. À l'intérieur de la cour, la fête battait son plein. De longues tables drapées de soie brute et débordant de pivoine blanche bordaient la terrasse. Les serveurs en tenue de soirée circulaient avec des plateaux d'argent de prosecco frais et d'huîtres fraîches sur demi-coquilles. Le quatuor à cordes jouait quelque chose de lent et cher. J'ai repéré des sénateurs, des titans de l'immobilier, et au moins 2 personnes qui avaient fait la couverture de maisons et jardins. Aucun d'eux n'a regardé dans ma direction. Une femme en blazer marine tenant une tablette a trouvé mon nom presque immédiatement. Son sourire s'est figé une demi-seconde lorsque l'écran s'est chargé. Pénélope Acriment, a-t-elle dit en hésitant. Par ici. Elle m'a guidé au-delà de la terrasse principale, au-delà des tables scintillantes de bougies et de cristal, au-delà de la sculpture de glace sculptée en un grand DEJ entrelacé. Nous avons continué à marcher jusqu'à ce que la musique s'estompe en un bourdonnement lointain, et que l'odeur de filet mignon saisi se transforme en herbe humide et quelque chose de légèrement nauséabond. Elle s'est arrêtée devant une table pliante blanche isolée, poussée contre la clôture arrière, coincée entre 2 poubelles industrielles et un chenil en cèdre où un bulldog anglais d'air blasé se prélassait à l'intérieur. Une chaise pliante en métal, pas de linge de table, pas de fleurs, pas de marque-place, juste une seule feuille laminée scotchée de travers sur le plateau qui disait « Place supplémentaire ». Le tableau indique « C'est votre place assignée », a-t-elle marmonné, reculant déjà comme si elle avait peur que je l'en blâme. Je suis vraiment désolé. J'ai posé mon sac à main et j'ai contemplé la vue, une ligne de mire directe à travers les portes françaises ouvertes sur le hall principal, où tout le monde riait sous des lustres de 3 étages, levant des verres qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer. J'étais encore là, absorbant tout cela, lorsque Julien est apparu dans l'embrasure de la porte. Il avait Juliette à son bras, tous deux rayonnants comme s'ils appartenaient à la couverture d'un magazine. Smoking en velours bleu marine, robe en soie champagne, dents assez brillantes pour faire atterrir des avions. Il m'a repéré instantanément, son sourire s'étalant lentement et cruellement. Il s'est penché juste assez pour que les tables les plus proches entendent et a pointé droit vers les poubelles à côté de moi. « Ta place est juste là », a-t-il crié, sa voix portant parfaitement au-dessus du quatuor. Parfait pour les errants. Une vague de rire a déferlé sur la terrasse. Des téléphones se sont levés. Quelqu'un a même sifflé. Maman et papa se tenaient juste derrière lui, coupe de champagne à la main. Les perles à 3 rangs de maman ont capté la lumière alors qu'elle rejetait la tête en arrière et riait plus fort que quiconque dans la cour. Le visage de papa est devenu rouge d'avoir essayé de se retenir. Puis il a abandonné et a ajouté assez fort pour que la table voisine entende. Oui, c'est exactement là que le bulldog aime s'asseoir de toute façon. Le bulldog dans le chenil a aboyé une fois comme s'il était d'accord. Juliette a tiré sur la manche de Julien, son sourire figé, lui chuchotant quelque chose d'urgent. Il l'a ignoré, a planté ses pieds et a attendu ma réaction comme un enfant qui vient d'allumer un feu d'artifice. Mon cœur a martelé contre mes côtes si fort que je l'ai senti dans ma gorge. La chaleur m'a envahi derrière les yeux, mais j'ai verrouillé chaque muscle et j'ai regardé fixement les 3. Aucun mot, aucun tremblement, juste 5 secondes complètes de silence jusqu'à ce que leur rire meure dans leur gorge. Le sourire de Julien a vacillé. La main de maman s'est envolée vers ses perles. Papa a regardé ses chaussures. J'ai ramassé mon sac à main, lissé le devant de ma robe une fois et j'ai marché sur le long chemin de gravier jusqu'au valet. Mes talons craquaient,
stable et régulier. Le jazz continuait de jouer. Les verres continuaient de tinter. Personne n'a appelé mon nom. Personne n'a suivi. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai posé la boîte cadeau sur la console en verre dans le coin le plus sombre du foyer où le jazz de la salle de bal dérivait encore en vagues douces. La table des cadeaux était une montagne d'or blanc et de rubans champagne. Une douzaine de boîtes s'élevaient à 1 mètre de haut, certaines emballées si parfaitement qu'elles semblaient achetées en magasin, d'autres avec des monogrammes peints à la main et des seaux de cire. Un bol en cristal débordait de cartes. Une pancarte discrète en calligraphie indiquait « Cadeau pour Julien et Juliette. Merci de partager notre joie ». 2 cousines adolescentes en robe pastel assorties prenaient des photos. Le dos tourné, bloquant la caméra de sécurité qui pointait inutilement vers le plafond. Personne d'autre n'était à moins de 6 mètres. J'ai balayé les piles une fois. Mes yeux se sont fixés sur la plus grande boîte. Papier ivoire épais, grand ruban de satin, couleur crème lourde, une étiquette argentée qui disait, avec mes vœux les plus chaleureux, aimée Madame Réginald Harrington 4, Paris. D'après le poids et la forme, cela devait être le service de décanteur en cristal Tiffany en édition limitée que j'avais vu annoncer pour 12 000 €. Parfait. Impossible à manquer. Je me suis glissé entre les cousines, j'ai souri comme si j'avais été envoyé faire une course, et j'ai soulevé le couvercle d'exactement 7 cm. Le papier de soie a craqué doucement. J'ai fouillé dans mon sac à main, sorti la clé USB noire mat sur sa fine chaîne en argent, et l'ai laissé tomber au centre rembourré. Puis la note, une simple carte blanche, mon écriture, nette et intraçable. La vérité sur l'achat du domaine de la baie des Français. Comparez les signatures de Juliette à partir de la page 47. Les horodatage des transferts de la Banque de France sont sur le dernier fichier. J'ai refermé le couvercle, lissé le ruban jusqu'à ce qu'il soit de nouveau parfait, et j'ai poussé toute la boîte de 15 cm vers l'avant. Pour qu'elle soit parfaitement centrée sous le petit spot au-dessus. Le satin accrochait la lumière comme s'il avait attendu toute sa vie ce moment. Les cousines ne se sont jamais retournées. Je suis sorti par le même couloir de service par lequel j'étais entré, dépassant le cliquetis de la cuisine, où les cuisiniers criaient au-dessus des poêles grésillantes, dépassant la machine à glaçons qui ronronnait comme un réacteur d'avion. Par la porte de côté et à travers le gravier jusqu'au valet. Le même étudiant a couru, sourcils levés. « Vous partez déjà, mademoiselle ?» Les plans ont changé, ai-je dit, en lui glissant un billet de 20 € plié. Il n'a pas discuté. Ma Civic est apparue en 45 secondes. Je me suis glissé derrière le volant, et baissé toutes les vitres et me suis éloigné de la lueur du domaine. Le vent froid de l'Atlantique a rugi dans la voiture, vive de sel et de pain, fouettant mes cheveux sur mon visage. Le trajet jusqu'au pont de Rennes a pris exactement 11 minutes. J'ai respecté la limite de vitesse, mes yeux jetant un coup d'œil au rétroviseur toutes les quelques secondes. Aucun phare ne suivait. Mon téléphone est resté éteint, rien. À mi-chemin du pont, la baie s'étendait noire et infinie des 2 côtés. Le clair de lune traçait un chemin argenté droit à travers le milieu. J'ai posé ma main gauche légèrement sur le volant et laissé ma main droite tomber sur le siège passager vide où le vrai cadeau se trouvait quelques instants plus tôt. Mon rythme cardiaque était lent, presque paresseux. La rage qui vivait sous mes côtes depuis des années semblait soudain légère, comme si je l'avais enfin confiée à quelqu'un de plus fort. Un calme étrange, presque étrange, s'est installé à sa place. J'ai pensé à l'appartement qui m'attendait à Bordeaux, au 3e étage sans ascenseur, carrelage de cuisine fissuré. Je n'ai jamais pris le temps de réparer le petit balcon où je buvais mon café et regardais l'horizon que j'avais payé avec mes heures supplémentaires. J'ai pensé à l'email non lu des ressources humaines proposant le titre d'analyste principal et le salaire à 6 chiffres qui me permettrait enfin d'arrêter de compter chaque euro. J'ai pensé au dimanche matin sans obligation, sans culpabilisation, sans que personne ne me demande pourquoi je n'étais pas plus reconnaissante pour les miettes. Le vent hurlait à travers les fenêtres ouvertes assez fort pour noyer tout le reste. J'ai respiré jusqu'à ce que mes poumons brûlent de froid. Au moment où j'ai atteint la rive continentale du pont, les lumières du domaine n'étaient plus qu'une faible tache derrière les arbres. J'ai tourné au sud sur la route 1, j'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur, et j'ai regardé le brouillard rouler épais et définitif derrière moi. Pour la première fois en 29 ans, je me suis senti complètement, parfaitement libre. 31 minutes après que mes feux arrière aient disparu dans le brouillard, la salle principale flottait encore dans le champagne et l'autocongratulation.
Le quatuor à cordes jouait une reprise onirique de At Last. La lumière des bougies vacillait sur les tiges de cristal, et le photographe continuait de faire le tour de la table d'honneur, suppliant pour une dernière prise de vue parfaite du couple rayonnant. Julien avait un bras drapé autour des épaules nues de Juliette, rejetant la tête en arrière à quelque chose qu'un gars du Capital Risque avait dit, riant comme s'il possédait déjà la moitié de la côte. Maman et papa étaient assis à la table familiale, rayonnant à force de sourire, leur visage semblait bronzé de fierté. Émilie Leclerc s'est levée de son siège comme une reine, robe bleu nuit attrapant chaque étincelle des lustres. Elle a tapoté le microphone 2 fois avec un diamant de la taille d'une myrtille. Avant de laisser ses 2 la couper le gâteau et commencer la danse, a-t-elle dit, voix chaude et théâtrale. Les Leclerc ont une petite tradition. Nous ouvrons ensemble le plus beau cadeau, ici même. Pour que tout le monde partage le moment. Une vague d'applaudissements ravis a roulé dans la salle. Des téléphones se sont levés. Le photographe a pratiquement sprinté vers la table des cadeaux. Émilie a plané sur ses talons de 10 cm qui n'ont jamais vacillé, les yeux balayant la montagne de boîtes jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur la plus grande, papier ivoire épais, grand ruban de satin plus large qu'une assiette à dîner. Étiquette calligraphiée en argent brillant sous les lumières avec la plus profonde affection. M et Madame Reginald Harrington 4, Paris. Reggie a toujours su faire une entrée, a déclaré Émilie, et la salle a ri juste à temps. Un membre du personnel en smoking attendait déjà avec le MacBook Air câblé à l'écran de 85 pouces qui dominait le mur du fond. Émilie a donné un tirage dramatique au ruban, a soulevé le couvercle avec une fioriture, et a plongé la main à l'intérieur. Ses doigts se sont refermés sur la petite clé USB noire mat nichée seule dans des nuages de papier de soie blanc. Pendant une demi-seconde, le sourire est resté figé sur son visage. Puis il a glissé juste assez pour que la première rangée le remarque. Eh bien, a-t-elle dit, se reprenant avec un petit rire, tenant la clé entre 2 ongles cramoisis. C'est l'amour moderne, je suppose. Probablement un beau montage vidéo des Harrington. Chérie, branche-le. Regardons tous ensemble. L'écran s'est illuminé d'un blanc vif. Un seul dossier est apparu centré et gras. Ouvrir d'abord. Chaque tête dans la pièce s'est penchée vers l'écran. Le premier clic a rempli le mur avec l'accord d'achat du domaine de la Baie des Français à 8 millions d'euros. La signature numérique de Juliette brillait au bas de la page en parfaite encre bleue. Le sourire d'Émilie a de nouveau vacillé. Le fichier a fait défiler automatiquement jusqu'à la page 47. Des cercles rouges ont explosé autour de chaque boucle forgée, de chaque barre transversale lourde. Une deuxième fenêtre s'est ouverte à côté. La signature authentique de Juliette du gala de la Fondation Leclerc de mars dernier superposée en comparaison accablante côte à côte. Une femme à la table 3 a laissé tomber sa fourchette. Le cliquetis a résonné comme un coup de feu. La main manucurée d'Émilie s'est figée sur le trackpad. Le quatuor à cordes a continué de jouer pendant 3 secondes d'insouciance de plus avant que le violoniste ne s'en aperçoive et ne laisse l'archet grincer jusqu'au silence. Fichier suivant, relevé client privé de la Banque de France. 8 virements séparés d'1 million d'euros, les eurodatage brillant dans le coin. Tous initiés depuis l'IP exact enregistré sur l'iPhone de Julien Dubois à Criman. Destination finale. Un compte aux îles Caïmans ouvert il y a 41 jours au nom de Julien seul. Émilie a attrapé son téléphone, son pouce volant sur l'application bancaire. Ses yeux sont devenus immenses, les blancs apparaissant tout autour. C'est parti, a-t-elle dit, la voix craquant à travers le microphone. 8 millions d'euros d'acompte. Non remboursable. Parti. Les mots ont explosé. Juliette s'est tournée vers Julien, sa robe en soie semblait soudain trop grande de 2 tailles. Julien, dis-moi que ce n'est pas vrai. Julien s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière avec un fracas. C'est faux. Quelqu'un l'a piraté. Éteins ça tout de suite. Il a plongé vers l'ordinateur portable. Émilie lui a giflé le poignet si fort que le claquement a résonné dans les haut-parleurs et sa main s'est rétractée comme s'il avait été brûlé. Le dernier fichier s'est ouvert tout seul. Un enregistrement d'écran silencieux de 30 secondes d'il y a 2 nuits. L'écran du téléphone de Julien reflétait parfaitement. Curseur cliquant sur confirmer le transfert 8 fois séparé. La salle a éclaté en une vague de murmures. Perles serrées, téléphone enregistrant directement la table d'honneur. La femme d'un sénateur s'est levée pour mieux voir.
Émilie Leclerc s'est redressée de toute sa hauteur, s'est retournée vers le microphone, et la température dans la salle a chuté de 10 degrés. Mesdames et messieurs, la célébration de ce soir prend fin immédiatement. La sécurité, retirez Monsieur Acriment des lieux et que quelqu'un mette mes avocats en ligne maintenant. Les fiançailles sont terminées avec effet immédiat. 2 agents en civil en smoking sont apparus instantanément et ont verrouillé leurs mains sur les bras de Julien. Les larmes de Juliette ont commencé à tomber en silence parfait. La coupe de champagne de maman lui a échappé des doigts et s'est brisée sur le parquet. Papa fixait l'écran comme si tout son monde venait d'être effacé. Le seul son restant était le vent faisant claquer les portes françaises et le bruit doux et impitoyable d'Émilie fermant chaque compte, chaque porte, et chaque avenir que Julien pensait avoir. Julien s'est libéré de l'étreinte de l'officier et est tombé à genoux juste devant Émilie, son pantalon de smoking raclant le parquet. « Madame Leclerc, s'il vous plaît. » Il a supplié, sa voix craquant comme celle d'un adolescent. « C'est un malentendu. Je le jure sur ma vie. J'aime Juliette. Je ne lui ferai jamais de mal. Quelqu'un a monté ça. S'il vous plaît, écoutez juste. » Émilie l'a regardé comme on regarde un chien sur un tapis louboutin. Elle n'a pas bougé d'un muscle. Juliette se tenait figée à côté de la table d'honneur, sa robe en soie champagne tremblante, les larmes creusant des rivières noires à travers son maquillage. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Maman. Le mot est sorti minuscule, le même qu'elle utilisait probablement à 5 ans. Émilie a porté son téléphone à son oreille sans rompre le contact visuel avec Julien. Charles, c'est Émilie. Faites le plein de l'avion et toute l'équipe juridique à Saint-Malo ce soir. Je veux que tous les comptes soient gelés, toutes les cartes annulées, et un audit médico-légal complet avant le lever du soleil. Elle a baissé le téléphone juste assez longtemps pour regarder sa fille. Juliette, ton AMX noir, le Platinum, le Centurion, tout est parti. Effectif à la seconde où je raccroche. L'allocation trimestrielle de 250 000 € par an, parti. La distribution fiduciaire prévue pour tes 26 ans le mois prochain. Parti. Tu ne recevras qu'une allocation pour le loyer et l'épicerie jusqu'à ce que ce désordre soit nettoyé. Les genoux de Juliette ont flanché. Une demoiselle d'honneur l'a rattrapée avant qu'elle ne tombe au sol. Émilie s'est retournée vers le microphone, voix froide et parfaitement égale. Les fiançailles sont terminées. Le dépôt de 8 millions d'euros sur le domaine n'est pas remboursable en vertu du droit des contrats du Maine, et je poursuivrai toutes les voies légales pour le recouvrer auprès de Monsieur Acriment personnellement. Sécurité, retirez-le de ma vue. Les 2 officiers ont tiré Julien par les aisselles. Il se tordait en essayant d'atteindre Juliette. Bébé, dis-lui que je t'aime. Juliette n'a fait que sangloter plus fort, le visage enfoui dans ses mains. À la table familiale, maman était assise rigide, les perles si serrées que ses jointures sont devenues blanches. Le visage de papa était devenu de la couleur du lait tourné. Pour la première fois en 26 ans, aucun d'eux n'a ouvert la bouche pour défendre leur enfant en or. Les yeux de papa ne cessaient de se tourner vers la sortie, comme s'il calculait à quelle vitesse il pourrait disparaître avant que quelqu'un ne demande s'il était au courant. Les invités commençaient déjà à bouger. Sacs à main saisis, vestes attrapées, talons claquant vers les portes dans une panique soudaine de soie et de peur. La femme d'un sénateur a murmuré, la fraude par virement bancaire entraîne 20 ans, assez fort pour que la table voisine entende. Quelqu'un d'autre a chuchoté, contrat de mariage et Harry sans humour. Julien s'est débattu tandis que les officiers le traînaient devant la coupe de champagne brisée et le gâteau gâché que personne n'avait coupé. Maman, papa, faites quelque chose, a-t-il crié. Les lèvres de maman se sont entr'ouvertes, puis se sont refermées. Papa a regardé la nappe comme si elle pouvait le sauver. Un gars d'un fonds spéculatif près de la porte était déjà au téléphone. Oui, retirez tout du bureau familial Acriment. Tout. Maintenant. Le quatuor à cordes avait disparu. Le photographe se tenait figé, appareil photo suspendu inutilement à son côté. Le personnel de service se tenait dans les coins, incertain s'il fallait commencer à débarrasser ou s'enfuir. Émilie a baissé le microphone, s'est tournée vers Juliette et a parlé si doucement que seules les tables de devant ont entendu. Tu rentreras à la maison ce soir. Nous réparerons ta réputation, mais tu ne prononceras plus jamais son nom. Juliette a hoché la tête entre ses sanglots, le mascara formant des marques sous ses yeux.
La voix de Julien a résonné une dernière fois depuis le foyer alors que les officiers le traînaient dans la nuit. Je peux expliquer, s'il vous plaît. Les lourdes portes d'entrée se sont claquées derrière lui. La salle est devenue complètement silencieuse, à l'exception de la respiration brisée de Juliette et du bruit lointain des rotors d'hélicoptères qui démarraient sur la pelouse. Maman a finalement levé les yeux, cherchant dans la pièce quelqu'un, n'importe qui, pour lui dire que cela n'arrivait pas. Papa a juste fixé son verre vide. J'ai éteint l'ancien téléphone à cette heure précise le lundi, une semaine après la soirée de fiançailles, et je l'ai laissé tomber dans le tiroir supérieur du nouveau bureau de mon nouvel appartement. L'écran est devenu noir pour de bon. Maman, papa, Julien bloqué sur toutes les plateformes, tous les numéros, toutes les adresses e-mail. Leur nom n'existait plus dans mon monde. Le nouvel endroit était au 12e étage surplombant la rivière Cataba dans le centre-ville de Bordeaux. Fenêtre du sol au plafond, parquet neuf, un îlot de cuisine assez grand pour cuisiner réellement. J'avais signé le bail samedi matin après que la lettre d'offre soit arrivée dans ma boîte de réception vendredi soir. Analyste médico-légal principal. 182 000 € de salaire de base, prime de signature, couverture complète des frais de déménagement. Le recruteur avait dit que le client aimait ma précision tranquille sous pression. J'ai souri en lisant cette phrase. J'ai passé le week-end à faire les cartons de l'ancien appartement en 6 heures et à défaire ceux du nouveau en 4. Livres sur les étagères, cafetière sur le comptoir, une photo encadrée du panorama de Bordeaux au coucher du soleil. Rien de Bordeaux. Rien avec des visages de famille. Dimanche soir, je suis allé sur la terrasse du toit et j'ai regardé les lumières de la ville onduler sur l'eau. Aucune notification, aucun appel manqué, aucun message vocal frénétique. Je ne répondrai plus jamais. Pour la première fois en 29 ans, le silence absolu me semblait être la liberté au lieu d'une punition. Lundi matin, j'ai ouvert le nouveau téléphone, nouveau numéro, et j'ai tout su. Le premier email provenait des ressources humaines, dossier de bienvenue, formulaire de dépôt direct, premier jour lundi prochain. Le second était de Rémi Caldwell. J'ai appris que tu avais accepté le poste. Fier de toi. Des bières quand tu seras installé. J'ai tapé un seul emoji pouce levé en retour et j'ai appuyé sur envoyer. J'ai préparé du café dans la nouvelle machine, l'ai emmené sur le balcon et me suis appuyé contre la rambarde. La rivière coulait 12 étages plus bas, stable et imperturbable. J'ai pensé au domaine à Saint-Malo. Les poubelles, la table en plastique, la façon dont mes parents avaient ri. J'ai pensé à la clé USB et aux 8 millions d'euros, et à la façon dont la voix de Julien avait craqué lorsque les portes se sont refermées derrière lui. Rien de tout cela ne m'atteignait ici. J'avais passé des années à être la facile, la silencieuse, celle qui n'avait besoin de rien. Il s'avère que c'était la meilleure formation que je pouvais demander. Parfois, le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, partir n'est pas abandonner. Parfois, la vengeance la plus forte est de construire une vie si belle qu'ils ne pourront plus jamais y toucher. J'ai fini mon café, rincé la tasse et l'ai posé sur l'égouttoir à l'envers, comme j'aime. La ville bourdonnait en s'éveillant en dessous de moi, ma ville maintenant. Lors des fiançailles de mon frère, il m'a humilié en me désignant les poubelles comme ma place, sous les rires moqueurs de nos parents. Sans un mot, je suis parti. Seulement 30 minutes plus tard, mon frère a hurlé, sa voix tremblante.